La Barbe Bleue, un conte de Charles Perrault. Il était une fois un homme qui avait de belles maisons, à la ville et à la campagne, de la vaisselle d'or et d'argent, des meubles en broderie et des carrosses tout dorés. Mais par malheur, cet homme avait la barbe bleue. Cela le rendait si laid et si terrible qu'il n'était ni femme ni fille qui ne s'enfuit de devant lui. Une de ses voisines, dame de qualité, avait 2 filles parfaitement belles. Il lui en demanda une en mariage, il lui laissa le choix de celle qu'elle voudrait lui donner. Elle n'en voulait point toutes 2, et se leur envoyait l'une à l'autre, ne pouvant se résoudre à prendre un homme qui eût la barbe bleue. Ce qui les dégoûtait encore, c'est qu'il avait déjà épousé plusieurs femmes, et qu'on ne savait ce que ces femmes étaient devenues. La Barbe Bleue, pour faire connaissance, les mena avec leur mère, et 3 ou 4 de leurs meilleurs amis, et quelques jeunes gens du voisinage, à une de ces maisons de campagne où on demeura 8 jours entiers. Ce n'était que promenade, que parties de chasse et de pêche, que danses et festins, que collations. On ne dormait point et on passait toute la nuit à se faire des malices les uns aux autres. Enfin, tout alla si bien que la cadette commença à trouver que le maître du logis n'avait plus la barbe si bleue et que c'était un fort honnête homme. Dès qu'on fut de retour à la ville, le mariage se conclut. Au bout d'1 mois, la Barbe Bleue dit à sa femme qu'il était obligé de faire un voyage en province, de 6 semaines au moins, pour une affaire de conséquence. Qu'il la priait de se bien divertir pendant son absence, qu'elle fit venir ses bonnes amies, qu'elle les mena à la campagne si elle voulait, que partout elle fit bonne chère. Voilà, lui dit-il, les clés des 2 grands garde-meubles. Voilà celle de la vaisselle d'or et d'argent, qui ne sert pas tous les jours. Voilà celle de mes coffres-forts. L'homme qui voulait être heureux, de Laurent Gounel. Je ne voulais pas quitter Bali sans l'avoir rencontré. Je ne sais pas pourquoi, je n'étais pas malade. J'ai même toujours été en excellente santé. Je m'étais renseignée sur ses honoraires, car mon séjour touchant à sa fin, mon portefeuille était quasiment vide. Je n'osais même plus consulter mon compte en banque à distance. Les gens qui le connaissaient m'avaient répondu « Tu donnes ce que tu veux, tu le lui glisses dans une petite boîte posée sur l'étagère. » Bon, cela m'avait rassurée, même si j'angoissais un peu à l'idée de laisser un tout petit billet à quelqu'un qui avait, disait-on, soigné le Premier ministre du Japon. Ce fut difficile de trouver sa maison, perdue dans un petit village à quelques kilomètres d'Ubud, au centre de l'île. Je ne sais pas pourquoi, dans ce pays, il n'y a pratiquement pas de panneau indicateur. Lire une carte, c'est possible quand on a des points de repère. Sinon, c'est aussi inutile qu'un téléphone portable dans une zone où l'on ne capte pas. Restait bien sûr la solution de facilité, demander à des passants. J'ai beau être un homme, cela ne m'a jamais posé de problème. Il me semble parfois que la plupart des hommes auraient l'impression de perdre leur virilité s'ils devaient s'abaisser à ça. Ils préfèrent se murer dans un silence signifiant « je sais », feignant de se repérer jusqu'à ce qu'ils soient complètement perdus et que leur femme leur dise « je t'avais bien dit qu'on aurait dû demander ». L'ennui à Bali, c'est que les gens sont si gentils qu'ils disent toujours oui. Vraiment. Si vous dites à une fille « je vous trouve très jolie », elle vous regardera avec un beau sourire et vous répondra « oui ». Et quand vous demandez votre chemin, ils sont tellement désireux de vous aider qu'il leur est insupportable de vous avouer qu'ils n'en sont pas capables. Alors ils vous indiquent une direction sans doute au hasard. J'étais donc un peu énervée lorsque je me suis retrouvée devant l'entrée du jardin. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais imaginé une maison assez luxueuse, comme on en voit parfois à Bali, avec des bassins couverts de fleurs de lotus, sous l'ombre bienveillante des frangipaniers, exhibant de grosses fleurs blanches au parfum tellement enivrant que c'en est presque impudique. En fait de maison, c'est une succession de campans, sortes de maisonnettes sans murs qui communiquent les unes avec les autres. À l'image du jardin, ils étaient d'une grande simplicité, assez dépouillés, sans faire pauvre pour autant. Une jeune femme vint à ma rencontre, enroulée dans son sarong, ses cheveux noirs relevés en chignon, le teint hâlé, un petit nez régulier et des yeux non bridés, traits qui m'ont toujours étonnée chez cette population enfouie au cœur de l'Asie. « Bonjour, que voulez-vous » me demanda-t-elle, s'exprimant d'entrée de jeu dans un anglais approximatif. Mon 1,90 m et mes cheveux blonds laissaient peu d'ambiguïté sur mes origines occidentales. « Je viens voir monsieur Maître Sam Tiang. »« Il va venir, m'informa-t-elle, avant de disparaître entre les arbustes et la succession de petites colonnes qui soutenaient les toits des campans. » Je restai un peu bête,
debout, en attendant que son Excellence daigne venir accueillir l'humble visiteur que j'étais.